programme-là, qui est intégré à Horizon Europe. Pour faire simple, c'est parce qu'il n'y a pas assez de transfert de la recherche d'excellence européenne vers de l'innovation qui débouche sur le marché. Voilà, si on se compare par exemple avec les États-Unis ou même avec la Chine qui a réussi à créer plus d'entreprises technologiques qui ont grandi de façon importante dans les 20 dernières années, disons. Voilà, donc le Conseil européen de l'innovation a un budget de 10 milliards d'euros sur 7 ans. Il se focalise sur la deep tech, donc c'est des innovations qui viennent de la recherche, en tout cas qui sont basées sur des gros investissements en R&D. Il y a plusieurs composantes, mais un point commun à ces composantes, c'est l'existence de fenêtres ouvertes, open, de tout domaine, et de challenge, qui sont des sous-appels thématiques. Euh, c'est un consortium ou un mode déposant pour la plupart des fenêtres, et puis ça couvre de TRL 1 à 9. Alors, pas avec un seul programme, hein, enfin un seul sous-programme, il y en a trois. Il y a ce qui s'appelle le Pathfinder. Là, c'est TRL 1.4, consortium monodéposant. Les plus fréquents participants sont des organismes de recherche. Donc, c'est de la recherche amont qui peut avoir un impact potentiel important sur le marché à moyen-long terme. Un exemple de thème, c'est le stockage de données ADN qui a fait l'objet d'un appel thématique dans ce cadre-là il y a quelques temps. Deuxième volet, c'est transition, l'idée de se passer de TRL4 à TRL5-6. Ça ressemble un petit peu à ce que font en France les SAT, hein, c'est du POC. Du POC d'innovation et de technologie, avec quand même des subventions qui sont importantes, 2,5 millions d'euros maximum. Et puis le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'EIC Accelerator, c'est la phase de financement du scale-up, avec un combiné original de subventions et de capital, des TRL adressés de 5 à 9, et puis là aussi, la combinaison tout domaine et challenge thématique, avec une répartition du budget. Donc, pour aller dans le détail sur cet EIC accélérateur, les bénéficiaires, personnes physiques, ETI de moins de 500 personnes, PME, moi je retiendrai quand même start-up essentiellement. C'est un programme qui cible les start-up deep tech. Alors, personnes physiques, je pense qu'on peut l'oublier. Dans certains cas, certaines start-up sont classées ETI parce qu'elles dépassent des seuils, hein, quand on consolide au niveau du capital, mais c'est vraiment un programme destiné aux startups deep tech qui ont des besoins financiers importants avec des projets à risque élevé, qui n'arrivent pas à trouver assez d'argent sur le marché au niveau des investisseurs privés en capital risque ou au niveau bancaire. Et donc, je disais, le financement, c'est un financement mixte, subvention jusqu'à 2,5 millions d'euros et investissement capital jusqu'à 15 millions d'euros et un peu plus dans certains cas. Donc, vous voyez que c'est très attractif. Avec une subvention, pour la partie subvention, on est sur un modèle de cofinancement à 70% des dépenses, comme c'est le cas habituellement pour le Horizon Europe pour les activités d'innovation. Donc voilà, donc je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, simplement peut-être mentionner l'option Grant First, qui est pour les entreprises qui n'ont pas encore une idée suffisante ou des caps de développement importants à passer pour pouvoir lever des fonds. Une option Grant First, ça veut dire subvention d'abord, et puis dans les 2 ans, on lève des fonds. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est parce que si vous demandez 5 millions d'euros ou 10 millions d'euros à l'EIC en capital, bah, si vous êtes accepté, ils seront débloqués s'il y a un co-investisseur et même un lead co-investisseur, c'est-à-dire un investisseur nouveau dans votre société qui va apporter un investissement significatif. Donc, il faut être capable de mobiliser un investisseur privé pour avoir l'argent un capital de l'IIC. Donc, c'est pour ça que, un petit peu qu'existe cette option Grant First pour permettre aux entreprises qui ne sont pas encore prêtes à ça de quand même déposer quand elles ont un projet prometteur. Pour le Grant Only, Equity Only, j'en parle pas parce que c'est quand même des cas très particuliers de mon point de vue. L'idée principale, c'est de combiner subvention et capital avec une option de flexibilité dans le délai. Sur les thèmes, donc on a depuis 2021 cette combinaison de budget ouvert et budget thématisé. C'est vrai en 2023 aussi, ça sera vrai en 2024. Il reste en 2023 une seule date limite de dépôt en Open et Challenge. Et en 2024, a priori, on s'achemine vers 2 dates, en avril et en octobre. C'est en cours de définition avec le Work Programme 2024. Alors, sur les thématiques, la répartition du budget en 2023, vous voyez, sur le
Open, on est à 612 millions d'euros. Puis après, ça se répartit entre des semi-conducteurs et quantiques, stockage d'énergie, euh, technologie spatiale, la santé, etc. Et dans certains domaines en gras qui sont à dimension souveraine ou stratégique, en l'occurrence semi-conducteurs, quantiques et espace, ben, il y a la possibilité de demander un peu plus que 15 millions d'euros en capital. Voilà, et puis sur les thématiques 2024 potentielles en cours de finalisation par la commission, voilà, l'IA générative, réalité augmentée, edge computing et composants quantiques, fermentation pour l'agriculture, pour l'alimentation et également les technologies de production de nourriture à partir d'algues et puis anticorps monoclonaux pour lutter contre les virus émergents. Sur les résultats, un petit mot en France, où on en est, vous voyez, je vais pas inutile de regarder tous les chiffres, regardez simplement la colonne qui est à l'extrême droite, c'est ce que représente la France par rapport à l'ensemble des candidatures et des résultats et des financements obtenus. Donc vous voyez qu'en dépôt de projet complet, on est à 9%, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu en dessous de notre potentiel. Mais si on regarde en bas, complètement à droite, on est à 20% sur les financements obtenus, en tout cas attribués par la Commission avant due diligence pour l'investissement en capital. Parce que je n'ai pas dit, mais il y a une due diligence qui est faite. Et si on regarde les investissements effectivement réalisés, il semblerait qu'en France, on soit au-dessus, décaissé, hein, je veux dire, décaissé, on est au-dessus de 20%, on est plutôt sur 30%, donc ce qui est plutôt positif aussi. Des liens utiles. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Le processus de candidature très rapidement. Donc, c'est un processus en plusieurs étapes. La première est ce qui s'appelle un short proposal, ouverte en continu. C'est assez rapide. Le taux de passage, c'était il y a quelque temps de 50 à 60%. Donc, un bon projet, bien présenté, il a de très bonnes chances de passer. Et après, si on passe, on a 12 mois de délai pour faire un dépôt complet. Là, c'est une cinquantaine de pages, c'est un dossier beaucoup plus solide. Et c'est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, avec un pitch deck de 10 minutes à intégrer au moment de la proposition qui sera utilisé dans la phase ultérieure, l'interview, parce que c'est full proposal. La commission va en prendre 2 à 3 fois plus que de candidats qu'elle retiendra à la fin. Et le dernier filtre, c'est un pitch, c'est un jury qui auditionne les candidats. Et d'ailleurs, dans le cas de PCL, on fait de l'entraînement aux entreprises qui ont été sélectionnées pour cette phase de jury. C'est très, très utile pour aider les entreprises à perfectionner leur présentation. Je vais assez vite. On l'a voyé là, les différents items demandés à la fois dans la short proposal et la full proposal et l'interview. C'est évidemment plus complet sur la full proposal puisqu'il y a une cinquantaine de pages. Et la full proposal, pour introduire un petit peu le propos de Luc plus tard, vous voyez le contenu de la part B. Donc, une partie 1, business case, qui est un petit peu même plus qu'un petit peu le business plan de la société, avec également des éléments financiers, qui va être analysé sous l'angle excellence, impact, niveau de risque, et puis des éléments plus spécifiques à la demande de soutien financier à la commission, à l'EIC, avec la demande de financement et voilà, la valeur, l'impact apporté attendu du financement européen. Un mot sur le PCN UC Accélérateur. Donc, nous sommes un groupe d'experts qui conseillent et orientent les candidats français. Donc, vous avez tous les contacts affichés. Je suis avec Gilles de BPI France dans ce groupe-là. Il y a également Gorka qui est participant aujourd'hui, hein, Gorka. Carole Miranda de l'NRT, Jérôme Billier, SRC. Voilà, on a un mail commun, PCN-UC Accélérateur, recherche.gouv.fr. Et voilà, et je crois que j'ai terminé pour ma partie. Et je passe peut-être la parole avant les questions je te repasse la parole, Emilio, pour la suite. Merci beaucoup, Christian, pour l'éclaircissement de l'AC Accelerator et l'état de state of the game et l'état de jeu où on est. Peut-être pour récapituler 2 points importants. Dernier cut-off de cette année, 19 octobre. Et prochain cut-off, potentiellement avril
octobre de l'année prochaine, à prendre en compte pour vos projets 5 nouveaux challenges dans lesquels s'alignent beaucoup aux projets de vos entreprises, notamment les entreprises plugins. Et un point important, si vous avez des questions, on a préparé un slide. Il y a un QR code ici face à vous. N'hésitez pas à les prendre en compte, vous allez les trouver aussi dans les slides qui suivent. N'hésitez pas à poser les questions afin qu'on puisse répertorier toutes vos questions et répondre à la fin et pouvoir liker les questions que vous pensez les plus pertinentes et qui vont être présentées aujourd'hui. Voilà, je vais continuer maintenant avec Aïda Ourien, c'est notre chargée de développement et de support à l'innovation. Elle est notre responsable de Diagnostic Europe, c'est le dispositif de support pour les entreprises ICI Accelerator. Aïda, tu as la parole. Oui, merci Emilio. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Très bien, Aïda. parfait. Du coup, bonjour à tous. Je pilote en effet le dispositif Diag Europe. L'objectif très rapidement, c'est de vous présenter en quoi consiste cette mission d'accompagnement. Tout simplement de vous faire bénéficier d'une subvention pour être accompagné dans à la fois la construction et le dépôt de la proposition de projet au programme individuel de recherche et d'innovation, donc porté par la Commission européenne et notamment à l'EIC Accelerator, qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'EIC Accelerator, on va couvrir uniquement le montage et le dépôt de la candidature à la Step 2 et non pas à la short qui correspond à la Step 1. Les entreprises accompagnantes, donc les experts, vont être un certain nombre de consultants ayant déjà accompagné des lauréats sur cet EIC Accelerator ou accompagner des entreprises jusqu'aux euros. Donc on les a qualifiés, on a déjà travaillé avec eux, on les connaît bien. C'est un réseau d'experts qualifiés par BPI France. On a même de vous mettre en relation avec eux et puis de voir comment ils peuvent chacun répondre à vos besoins en fonction de leur spécificité et de leur secteur d'activité spécialité. Donc à qui s'adresse ce dispositif? Tout simplement aux entreprises qui ont un TRL suffisant pour déposer un dossier à un de ces programmes d'innovation et notamment sur le IC Accelerator. On s'adresse uniquement aux entreprises innovantes et sont exclues toutes les entreprises en difficulté. Pour finir sur le montant alloué dans le cadre de ce DIAG, on a 20 000 euros maximum pour l'ensemble de la prestation, donc pour le dépôt de cette Step 2 à cette Step 2 et on va prendre en charge 50%. Donc il reste 10 000 euros à votre charge maximum si la prestation a été fixée à 20 000 euros par le cabinet expert. Si vous avez des questions suite à cette réunion, si on n'a pas pu les poser et y répondre en live, vous pouvez m'envoyer un mail donc à aida.uri@bpifrance.fr ou directement sur l'adresse mail de l'équipe. Voilà pour cette partie Diag Europe. Je te redonne la parole, Emilio. Merci beaucoup, Aïda, pour cette présentation. Aïda est à votre service pour répondre à toutes vos questions concernant le Diag Europe. N'hésitez pas à la contacter. Si vous êtes déjà en phase de dépôt et vous êtes accompagné par un cabinet conseil, notamment pour la mise en place et l'instruction du dossier le plus rapidement possible. On va continuer sur la présentation et on va rentrer dans les sujets clés d'aujourd'hui. C'est la présentation de Luc Dragon. Luc Dragon a été élu récemment président de l'Association européenne des cabinets conseils. Et lui nous apporte aujourd'hui une lecture pragmatique, opérationnelle du fonctionnement du dépôt en Step 2. Merci beaucoup, Luc, d'être avec nous aujourd'hui et je te laisse la parole si tu souhaites prendre la commande de la présentation. Ok, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire de Sinon, mon tu m'aides côté. pour avancer les slides. Super, merci. Donc bonjour à tous, merci Emilio et BPI France pour l'invitation. Effectivement, je vais intervenir aujourd'hui. Hein, tu peux passer. Donc n'oubliez pas le slido. Là, j'ai vu qu'il y avait déjà une question ou deux, donc n'hésitez surtout pas. Je vais intervenir. Alors c'est le slide très rapidement au nom de l'Association européenne des conseils en innovation, l'IEIC, qui est
une association sœur, on va dire, de l'ACI que vous connaissez peut-être, qui est l'Association française des conseillers en innovation. On travaille dans ces deux associations sur un certain nombre de sujets, de la sensibilisation au partage de bonnes pratiques, un peu de plaidoyer, c'est-à-dire qu'on donne quand même de temps en temps, on fait des position papers pour dire ce qu'on pense des instruments. Et ce qui vous intéresse aujourd'hui pour les participants, c'est l'échange de bonnes pratiques, puisque toutes les 2 semaines, on a une réunion entre confrères pour échanger sur les instruments de l'EIC et l'accélérateur en particulier, qui est un programme assez technique. Et donc, voilà, la présentation d'aujourd'hui vous fait part d'une sorte de feedback, de bonnes pratiques pour améliorer vos chances de succès dans l'étape 2. Et d'ailleurs, alors, ils ne seront pas connectés, mais je le dis quand même, merci à Xavier Aubry et Alicia Grégorzek-Carrasco à qui j'ai emprunté quelques éléments et avec qui on a échangé pour compléter la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer, je vais vous donner des conseils un peu généraux et un peu plus spécifiques, en partant du principe, hein, c'est important voilà, en introduction, je suis parti du principe que vous connaissiez déjà au moins de nom et peut-être même un peu en détail l'IIC Accelerator pour certains, et ça complète ce qu'a présenté rapidement, mais de manière très claire et synthétique, Christian Dubarry tout à l'heure. Bien entendu, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas encore bien le programme ou les documents attendus, n'hésitez pas à poser des questions. Je reviendrai plus précisément sur tel ou tel point. Alors, quelques conseils généraux, comme l'a dit Christian dans un tableau tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'évolutions sur ce programme IIC Accelerator. Alors, c'est un programme emblématique qui existe depuis quelques années maintenant, d'abord sous le nom qui s'appelait Instrument PME, puis maintenant IIC Accelerator, mais qui a connu pas mal d'évolutions pour justement à la fois s'adapter, s'améliorer, et parfois parce qu'il y a pu avoir des vicissitudes, changements de modèle un peu impromptus, etc. Ce qui fait que pour une entreprise qui souhaite déposer un projet, il n'est pas toujours facile de savoir où on en est, est-ce que j'ai le bon template, etc. Donc, par exemple, je vous donne un exemple sur le côté. Actuellement, le modèle applicable, donc le template, pour parler en franglais, est la version 1.2 qui est parue le 14 juillet. Donc, voilà, quand vous allez préparer votre dossier, premier conseil, assurez-vous que vous utilisez bien les templates à jour. Également, vous avez beaucoup d'informations qui sont communiquées sur le site dédié à l'IIC Accelerator par la Commission européenne, et notamment, vous avez un guide for applicants, donc un guide de candidats, qui est assez bien fait et qui présente notamment 2 choses qu'on a tendance parfois un peu à oublier et que je vous invite à reconsulter régulièrement. C'est le type de projet attendu, et notamment ce que disait Christian sur le côté deep tech qui est aujourd'hui valorisé, mais aussi, et c'est extrêmement important, les critères d'évaluation. C'est-à-dire qu'on a parfois cette idée reçue de penser que les critères sont flous ou voire même cryptiques. Pas du tout, ils sont connus, ils sont écrits. Donc vous pouvez régulièrement vérifier si vous répondez bien à tous ces critères d'évaluation. Évidemment, mobiliser l'écosystème. Le fait qu'aujourd'hui, vous ayez PCN, consultants, par exemple, qui vous parlent ensemble, ou bien entendu le Diagorop, qui est le fruit d'un travail commun entre BPI France et les consultants, ça montre que, quelque part, il y a tout un écosystème qui se mobilise pour aider les entreprises, et les entreprises françaises en particulier, à gagner. Alors là, aujourd'hui, on pourrait rajouter certaines régions qui organisent aussi des relectures, des comités, ou les pôles de compétitivité, si vous êtes membre d'un pôle de compétitivité. Et pour autant, je parle pour les entreprises, même si vous êtes accompagné, je pense que c'est quand même vraiment déterminant pour vous, notamment chef de projet ou dirigeant, et souvent les deux d'ailleurs, puisque dans les startups, c'est souvent plusieurs casquettes, de comprendre le programme et de lire les documents importants. Nous-mêmes consultants, quand on accompagne, moi je suis moi-même consultant et j'interviens sur l'IIC Accelerator, on n'a aucun problème à ce que le client nous dise, moi j'ai lu ça, qu'est-ce que vous pensez de ce critère, etc. C'est très bien qu'il y ait un dialogue et ça ne peut qu'améliorer les choses. Donc, vous avez bien fait de venir aujourd'hui écouter ce webinaire, même si vous êtes accompagné par, encore une fois, un des acteurs cités précédemment. Et puis, très important, alors ça peut paraître évident, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui, souvent, qui est entendu, mais pas toujours appliqué. Ce genre de programme, il implique il demande une implication extrêmement forte de l'entreprise qui va candidater, encore une fois, même en étant accompagné, et de la direction générale en particulier. On estime, alors ça dépend de beaucoup de critères, mais c'est plusieurs jours de travail et souvent
voilà, 20-30 jours de travail de la part de l'entreprise pour arriver à fournir les informations, les annexes, etc. Mais je vais y revenir évidemment un peu plus en détail. Donc ça, c'est des conseils généraux sur le IIC Accelerator. Quelques facteurs clés de succès. Alors, je précise bien, ce n'est pas des facteurs obligatoires, mais on constate que c'est souvent la règle. Alors, si vous vous dites, ah tiens, ça ne me correspond pas trop, ne laissez pas tomber tout de suite. Mais essayez de vous dire, est-ce que voilà, je peux ou pas, malgré ces différences avec ces critères habituellement constatés, candidater quand même. Alors, on en a sorti 4. Hein, ça, c'est vraiment la position commune de l'IIC. Une taille minimale de l'équipe. Alors, c'est vrai que dans les textes, on peut toujours participer, même quand l'entreprise n'est pas encore créée, mais en réalité, il est extrêmement compliqué, j'espère qu'il y a quelques contre-exemples, mais il est extrêmement compliqué d'arriver à démontrer sa capacité à mener un IIC Accelerator si on n'a pas une taille minimale de l'équipe, 5 à 10 employés, même si certains sont à temps partiel, mais voilà, montrer qu'il y a déjà une équipe en tout cas. Montrer aussi que vous avez déjà assuré un financement initial, avec une dilution si possible limitée, pour montrer que vous avez encore la capacité, hein, voilà, les gens qui sont autour de levée de fonds actuellement voient bien ce que je veux dire, de pouvoir libérer une partie de votre capital pour notamment faire rentrer l'Europe et avec des levées de fonds relativement conséquentes où l'effet de levier du fonds IIC va être important. Et puis, toujours démontrer, c'est important, une sorte de logique de parcours, de montrer que vous avez déjà obtenu des financements nationaux. Alors, ce n'est pas une obligation, mais statistiquement, c'est extrêmement rare d'avoir un lauréat IIC Accelerator, surtout en France où le système de financement national est bien pourvu, qui n'est pas au préalable et était déjà soutenu en France, hein, d'où l'existence du plugin, par exemple. Le TRL atteint, alors 5-6, alors le TRL, c'est toujours quelque chose sur lequel on peut disserter sans fin. Il y a deux moyens de prouver quand même qu'on est au bon niveau de TRL, c'est qu'on a déjà un produit minimum viable en place, le fameux MVP, c'est un peu moins joli en français, ou que vous avez des premiers POC clients, soit signés, soit en cours de réalisation avec des clients ou clients potentiels. Voilà, ça permet de rassurer sur ce point-là. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas éliminatoire, mais il va falloir démontrer que vous êtes bien suffisamment mûr pour qu'en 2-3 ans, l'accélérateur puisse jouer son rôle d'accélération comme son nom l'indique. Et puis une stratégie de propriété industrielle en place. Ce n'est pas forcément le critère qui saute le plus aux yeux, mais on se rend compte que c'est indispensable pour une entreprise qui candidate à l'accélérateur d'avoir une stratégie. Alors, peut-être d'avoir déjà des demandes de brevets lorsque c'est possible, pas toujours le cas par exemple pour le logiciel, une analyse des forces en présence et en particulier la fameuse Freedom to Operate, liberté d'exploitation, j'y reviendrai. Voilà, mais de pas... C'est compliqué de candidater et surtout d'être lauréat si on n'a pas déjà une stratégie de propriété industrielle bien identifiée. Donc ça, c'est quelques facteurs clés de succès un peu généraux. On va continuer, s'il te plaît, Emilio, avec quelques conseils sur la façon d'implémenter votre full proposal. Alors, Emilio, est-ce que tu... Voilà. Alors, notamment, le dépôt de ces projets passe par une plateforme. Alors, vous êtes peut-être dans le cas, alors je n'ai pas la liste des participants et surtout de où vous en êtes, hein, donc, pour connaître certaines des personnes connectées, je sais que certains ont connu l'ancienne plateforme et d'autres pas. Donc, quand on vous parle de l'ancienne plateforme, soit vous savez de quoi je parle et bon, ben, tant mieux ou tant pis pour vous, soit vous ne savez pas et dans ce cas-là, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a une plateforme un peu nouvelle qui a été mise en place, hein, Christian l'a dit tout à l'heure, qui est assez classique pour les gens qui connaissent les projets européens, mais qui nécessite quand même un certain nombre de réglages. Voilà, créer un mot de passe, se connecter, si votre entreprise est déjà enregistrée, vérifier que la personne qui est enregistrée est toujours dans l'entreprise. Hein, c'est des cas très concrets auxquels on est confronté. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas attendre le mois d'octobre. Les personnes qui déposent le 19 octobre et qui ne se sont pas encore connectées et qui n'ont pas encore un peu regardé de ce qu'il y avait dans la plateforme, c'est le moment ou jamais de le faire. Vous avez quelques formulaires, alors qui ne sont pas forcément extrêmement compliqués, les formulaires A, qui reprennent essentiellement des informations administratives et budgétaires, mais qu'il convient de remplir correctement. On a les premiers feedbacks, de premiers retours d'évaluation des projets qui avaient été déposés en juin, et c'est vrai qu'on a eu quelques commentaires, hein, ça c'est aussi une information qu'on a partagée entre confrères au niveau européen, où parfois on a eu des commentaires comme bah, tiens, ils n'ont pas indiqué la liste de leurs chercheurs, etc. Donc c'est des informations qui peuvent paraître anodines, mais quitte à faire le travail et au vu des enjeux, autant le faire complètement et prendre
la bonne demi-heure qu'il faut pour s'assurer que ce formulaire est bien rempli, que l'adresse est toujours là, de l'entreprise est toujours la bonne, etc., etc. Alors, toujours sur cette plateforme, vous avez plusieurs accès possibles, plusieurs personnes peuvent se connecter, que ce soit bien entendu de votre entreprise, mais également vous pouvez déléguer l'accès, par exemple, à un consultant. Par contre, attention au versionning, c'est-à-dire que vous ne voyez pas forcément toujours qui a mis la dernière version des documents déposés. Alors, contrairement à l'ancienne plateforme où on rentrait le texte en ligne, là, on va déposer des documents, mais si vous travaillez à plusieurs sur la plateforme, assurez-vous de bien savoir qui a la responsabilité de mettre la version finale de chacun des documents. Point important sur cette plateforme et sur le programme en général, il est constitué, donc on y reviendra rapidement, d'un dossier et de documents qu'on appelle annexes, mais qui en réalité sont extrêmement primordiales. C'est-à-dire que déposer le dossier sans les annexes, ce serait éliminatoire. Ce n'est pas des annexes au sens quelque chose en plus. Il y en a une qui est facultative, les autres sont obligatoires. Donc vous avez la possibilité, au fur et à mesure que vous avez fini de préparer ces annexes, de les déposer sur la plateforme. C'est pareil, ça permet à la fois psychologiquement de vous dire, bon, ben ça et ça, au moins, c'est déjà fait, et puis d'éviter de tout mettre au dernier moment. Et puis, vous avez une fonctionnalité qui est intéressante. Alors, vous pouvez soumettre plusieurs fois le projet avant la date butoir, c'est-à-dire que vous pouvez appuyer sur dire, en disant jusqu'au 19 octobre à 17 h, vous pouvez appuyer, je ne sais pas, 10 fois, 50 fois, si possible un peu en amont quand même, pour dire, voilà, ma proposition est terminée, même si en réalité, elle n'est pas tout à fait terminée. Et ça vous permet de télécharger ce qu'on appelle un SEP. Alors, j'ai même oublié le nom, c'est tellement électronique, je ne sais pas quoi, bon, proposal, bon, j'ai plus le S, mais qui vous permet de voir, ça fait 120 à 150 pages, hein, le dossier complet de 50 pages, plus les annexes, qui vous permet de télécharger le document tel qu'il sera reçu par l'expert. Donc ça, c'est quelque chose, je me suis rendu compte que certains n'étaient pas forcément au courant ou n'utilisaient pas cette fonctionnalité. Donc concrètement, 2-3 jours avant la date limite, vous déposez des versions, si possible, le plus avancées possible et voire définitives, mais en tout cas, même si elles ne sont pas définitives, et vous pouvez regarder à quoi va ressembler le document concaténé qui va servir à l'évaluation de votre projet. Ça, c'est pour la plateforme. J'enchaîne parce que j'ai un temps limité et je suis un peu bavard. Le dossier de candidature, vous avez des règles de mise en forme. Attention, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à travailler ou qui vont candidater en 2024, 50 pages, c'est long, mais c'est surtout court en fait. En réalité, vous avez beaucoup de choses à dire. La description du programme de travail, l'innovation, vous avez seulement 9 pages, la description du marché, 5 pages. Donc en réalité, c'est avant tout un travail de synthèse. Et donc le dossier de candidature, il faut que vous ayez une première phase qui consiste à le remplir au maximum et une deuxième phase qui consiste à le synthétiser. Alors, ceux qui sont très forts, vous allez arriver à faire les deux d'un coup, mais voilà, 50 pages, ça nécessite souvent un travail de synthèse. Vous avez des questions qui ne sont pas très explicites. Alors, toujours pareil, pour les vétérans qui ont connu l'ancienne plateforme, on vous posait 250 questions et on vous disait c'est quoi les solutions similaires et c'est quoi vos concurrents directs. Là, vous n'avez plus dans la question de la concurrence cette distinction. Je prends cet exemple-là, mais il y en a d'autres. Donc, à vous aussi d'être attentif à ne pas passer à côté d'une question. Je vous donne un exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, du transport de marchandises et que vous faites avec un camion, pour prendre un exemple pas très innovant, vos concurrents, c'est certes les autres fabricants de camions, mais aussi peut-être le fret ferroviaire, etc. Donc attention, et ça, c'est voilà, si vous ne prenez pas vous-même l'initiative de traiter cette partie concurrence en englobant le direct et l'indirect, la question n'est pas forcément explicite. Donc lisez bien les questions. Et encore une fois, surtout si vous êtes accompagné, assurez-vous que vous ne passez pas à côté d'une question dans la question. On a un executive summary qui a 2 pages et qui prend une grande importance puisque, comme vous le savez, comme le dit l'adage, on n'a qu'une fois l'occasion de faire une première bonne impression. L'executive summary, c'est la façon d'entrer dans le dossier. Donc, c'est 2 pages qu'on a tendance, mea culpa, je le fais souvent aussi, mais à faire un peu trop tard et un peu en dernier, alors même que c'est probablement ce qui va permettre à l'évaluateur de se dire « Ah oui, ce projet-là, il a vraiment l'air bien » et ensuite de le découvrir patiemment. La possibilité d'illustrer doit être mise à profit. Hein, pour ceux qui ont fait des propositions courtes ou des anciennes propositions longues où vous n'aviez pas la possibilité d'illustrer, là, vous avez un document Word que vous allez ensuite déposer en PDF, mais qui est un document Word. Et donc, n'hésitez pas à illustrer, à mettre des photos, etc. Et puis, l'harmonisation de la rédaction. Alors, j'ai mis une petite photo d'actualité avec Einstein, Ken et Oppenheimer, alors directeur scientifique, commercial ou marketing et financier, dans l'ordre que vous voulez. Et donc, souvent, les entreprises ont tendance à demander à plusieurs personnes, et c'est une très bonne pratique, de contribuer à différentes parties.
Le fait est qu'il faut que ensuite vous fassiez l'effort d'harmonisation, notamment parce que, encore une fois, il peut y avoir des marchés qui sont dénommés différemment. Ou récemment, j'avais un projet dans lequel on parlait alternativement de perles ou de billes. Bon, c'est à peu près la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose et ça peut créer de la confusion. Voilà, j'avais même eu à l'époque crevettes et gambas. Bon, voilà. Donc faites attention. Si vous faites travailler plusieurs personnes sur le projet, l'harmonisation va être clé. Ça, c'est sur le dossier de candidature lui-même. Quelques points d'attention sur le dossier de candidature. Le business model Canva. Soit vous savez déjà ce que c'est, vous l'avez déjà travaillé et c'est très bien. Soit, sinon, c'est un élément quand même assez central de la proposition et qui vous permet d'identifier un peu les enjeux auxquels vous allez être confronté. Par exemple, un exemple très terre à terre, mais extrêmement important, le service après-vente. Vous vendez, vous avez l'intention de vendre un dispositif médical, bon, bah, clairement, le business model Canva vous permet de dire, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je dois assurer, encore une fois, une maintenance, par exemple. C'est vrai pour plein d'autres sujets. Donc, le business model Canva, ça vous permet de bien définir la chaîne de valeur. Les besoins en financement, alors je sais que ça peut paraître parfois un peu artificiel, mais il vous faut au moins une vision à 5 ans et plus, mais au moins 5 ans des besoins en financement, incluant notamment une façon de poser la question qui est un peu nouvelle, qui est de montrer comment l'aide de l'IIC va vous amener au prochain point d'inflexion de la valorisation de votre entreprise. Donc, de fait, il faut que vous vous disiez, OK, combien vaudra l'entreprise dans 3, 4, 5 ans, et notamment si le projet réussit. Le go-to-market, c'est absolument un plan d'action, c'est-à-dire que vous avez les parties 4 et 5 pour ceux qui connaissent déjà bien le document. La partie 4, c'est le marché, c'est où je veux aller. Et la partie 5, c'est comment je vais y aller. Si vous expliquez dans le go-to-market quelque chose de descriptif, vous passez à côté du sujet qui est de fournir un plan d'action et qu'on comprenne très bien, au moins sur la durée de votre business plan financier, c'est-à-dire 5 ans après la date, l'année en cours, ce que vous allez faire concrètement pour aller vendre votre produit. Et puis, il y a un point que je trouve aussi avec mes confrères parfois un peu sous-estimé, c'est le pricing. Voilà, fixer un prix, c'est réfléchir sur, comme le dit la proposition, la willingness to pay, en français propension à payer, des futurs clients. Et ça va être absolument structurant pour le projet par la suite. Également, un point d'attention sur le modèle. La partie équipe est un peu, est pas très, comment dire, est pas très dirigée, et donc il y a le risque de faire quelque chose d'un peu plat. Or, on se rend compte qu'un des facteurs déterminants de succès de ces projets, c'est d'avoir su valoriser les compétences de l'équipe. Donc, pour la partie team, ne vous contentez pas, alors j'aime pas faire des négations, mais allez plus loin que la simple réponse aux questions qui sont posées. Sinon, vous risquez de passer à côté de vraiment la mise en valeur de votre équipe en tant que telle. Je continue un peu, je ne peux pas perdre trop de temps. Alors, on a 4 annexes que j'ai sorties du lot, il y en a 6 ou 7 au total, hein, certaines qui sont relativement, on va dire, faciles à gérer, tout est relatif, mais le data management plan, etc. Mais dans les annexes, il y en a 4 qui sont extrêmement, enfin au moins 3 et une quatrième extrêmement importante. L'annexe financière, qui regroupe à la fois le budget du projet et le plan financier de l'entreprise. Alors je précise que c'est bien le plan financier de l'entreprise et pas seulement du projet, en termes d'investissement, de PNL, etc. Donc pour les startups qui ont un seul produit, un seul service, évidemment c'est la même chose. Pour les entreprises, y compris startups qui ont plusieurs marchés, etc., il faut bien que ce soit la vision de l'entreprise qui soit donnée, puisque c'est ça qui va servir au due diligence, à l'investissement en capital, etc. Le côté positif, c'est que vous avez 2 pages dans le dossier pour expliciter votre plan financier. Sous-entendu, c'est impossible, ou en tout cas peu conseillé, de rédiger ces 2 pages tant que vous n'avez pas figé, ou en tout cas au moins 95% figé le fameux fichier Excel de Financial Information and Budget. Et puis peut-être juste un point qui est arrivé récemment, mais qui nous a posé quelques problèmes de cohérence dans les projets, c'est qu'aujourd'hui, on a une inflation, enfin depuis un an, un peu plus même, on a une inflation qui est assez élevée. Donc c'est vrai que le temps béni où on pouvait considérer que dans 5, 6, 7 ans, les prix allaient être à peu près les mêmes, c'est plus forcément vrai. Alors, quand c'est des produits, c'est pas très grave. Lorsque vous avez, par exemple, des investissements avec des CAPEX importants, c'est le cas dans les énergies renouvelables, pour donner un exemple, c'est sûr que ça peut modifier pas mal votre plan de financement. Donc attention, voilà. Attention à ce point-là en particulier.
La liberté d'exploitation, si vous ne savez pas ce que c'est, il faut vraiment que vous le sachiez avant de déposer votre dossier et surtout que vous vous anticipiez, puisque une bonne liberté d'exploitation doit être faite par un professionnel de la propriété industrielle. Et c'est vrai que c'est un point qui n'est pas encore tout à fait connu, voire ou répandu, en tout cas dans les startups. Alors souvent, quand vous avez déjà fait une ou deux levées de fonds, c'est des choses qu'on vous a déjà demandé de démontrer, mais pour des entreprises un peu moins mûres, c'est parfois un pain point, si vous me permettez l'expression. Vous avez 10 pages optionnelles où il s'agit surtout d'éviter les redites, mais que vous pouvez utiliser à bon escient, par exemple pour fournir des résultats d'analyse de cycle de vie ou des résultats cliniques que vous n'aurez pas la place d'expliciter en détail dans le projet, mais que vous pouvez donner comme grain à moudre à des évaluateurs qui seraient un peu plus techniques. Et puis, last but not least, des lettres d'intention. Le programme EIC Accelerator est un programme qui est mono-bénéficiaire, mono-participant, mais qui en réalité est très partenarial, qui doit démontrer à la fois que vous avez des clients potentiels, évidemment, mais aussi peut-être des partenaires. Donc, par exemple, ça peut être intéressant si vous avez une production d'un matériau qui dépend lui-même de fournisseurs assez rares ou spécifiques, ou c'est pareil dans la microélectronique, enfin, c'est pareil dans beaucoup de sujets, avoir aussi des lettres d'intention de vos partenaires industriels et également de vos investisseurs. Voilà. Donc, je reviendrai s'il y a des questions. Le pitch deck, Christian l'a dit, c'est celui déposé qui sera utilisé en interview. Donc, ça peut paraître très banal, mais anticiper la présentation du projet, déjà les dates d'interview, évidemment, commencer à se dire, il y aura 3 personnes maximum dans cette interview qui se fera à distance. Donc, identifier qui va parler, se dire est-ce que c'est la bonne chose, et puis peut-être à défaut de faire une vraie répétition, moi je vous conseille plutôt d'attendre la convocation pour faire les vraies répétitions, mais au moins une mise en situation où vous vous dites ok, comment ça va se dérouler, par quoi on va commencer, par quoi on va finir. Pour ceux qui ont connu l'ancien modèle, possibilité désormais de faire un pitch deck un peu moins explicatif, puisque l'évaluateur commencera par le dossier et pas par le deck. Quelques questions sur la construction budgétaire, donc vérifier l'éligibilité des coûts et les catégories de coûts. Donc ça, c'est pas très compliqué, mais par exemple, vous avez un programme EIC Accelerator qui ne présente des coûts éligibles, en tout cas pour la partie subvention, c'est encore plus vrai pour la partie equity, mais qui ne peuvent pas être antérieurs à la date officielle de démarrage du projet, à la différence par exemple de certaines NBPI France. Donc bon, il y a des questions d'éligibilité. Un point important, la sous-traitance. Le subcontracting, c'est quand vous déléguez une tâche à quelqu'un, sinon c'est du purchase cost, other goods, work and services. Donc là, parfois, il peut y avoir un peu de confusion. Donc pareil, voilà, le terme sous-traitance est un peu trompeur. Et également sur la sous-traitance, un choix de sous-traitant, si vous dites je vais travailler avec tel sous-traitant, ensuite ça vous engage. Donc le mieux, c'est plutôt de dire je choisirai mon sous-traitant plus tard. Quelques points d'attention, l'intégration des coûts indirects. Donc, il y a 25% de coûts indirects, sauf justement sur la catégorie sous-traitance, de bien faire les dépréciations des équipements pour que ce soit cohérent. Le coût de personnel, on a parfois des petits oublis. Par exemple, si vous êtes GUI, forcément, il faut tenir compte des exonérations, mais aussi de la fin de celle-ci, le cas échéant, etc., etc. Bon, s'il y a des questions, j'y reviendrai, mais je suis déjà un petit peu en retard. Donc, je vais finir mon dernier slide pour laisser la place aux questions. Quelques derniers conseils, un peu un wrap-up. La cohérence des éléments fournis. Comme vous le savez, comme l'a redit Christian, il vous faut 9 go sur 9, c'est-à-dire que vous avez 3 évaluateurs qui doivent dire oui partout. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de bons dossiers, et parfois, voilà, si vous tendez le bâton pour vous faire battre, l'évaluateur va se dire, bon, ok, celui-là, c'était presque bon. On a beaucoup de projets, je n'ai pas les stats, mais on pourrait en parler, qui ont 7 ou 8 go sur 9, et ça suffit pour être éliminé. Donc, le point principal, c'est de vous assurer que les éléments que vous fournissez sont vraiment cohérents entre eux. Ça fera le point, d'ailleurs, ça fera le lien avec le point 3 sur la relecture de votre projet qui peut vraiment faire la différence. Si vous dites à un endroit que vous demandez 8 millions et puis à l'autre 12 parce qu'entre-temps, vous avez changé d'avis, ça peut vraiment être quelque chose que l'évaluateur remarque et qu'il qualifie de shortcoming. Autrement dit, c'est perdu. Ayez toujours un coup d'avance. C'est vrai qu'on a tendance parfois à regarder la date limite, hein, c'est évidemment humain, mais anticipez. Quand vous préparez la short proposal, dites-vous, OK, qu'est-ce qui va se passer sur la foule? Quand vous préparez la foule, comment je vais défendre ça à l'oral et même comment je vais démarrer le projet. Et dans les 3 petits points, ça peut être même, OK, mais qu'est-ce qui va se passer? Si jamais tout ça fonctionne, quand est-ce que je vais revendre la boîte? À combien elle vaudra? Donc vraiment, le côté anticipation et avoir un coup d'avance,
c'est vraiment quelque chose de très important pour le dirigeant qui soumet un projet, donc de lever un peu la tête du guidon, si je prends la vieille expression. Et puis, c'est un programme qui a subi beaucoup de vicissitudes, de modifications, etc. Donc, restez en veille active. Ne vous dites pas, bon, ben, c'est bon, j'ai vu la présentation du 13 septembre, j'ai tout en tête. Si ça se trouve, il y a une partie, alors normalement 90% restera valable, mais il peut y avoir quelques éléments qui changent, notamment sur les dates de 2024. Hein, comme on l'a dit, c'est encore pour l'instant non officiel et non définitif. Donc, restez bien en veille active. C'est un instrument qui bouge assez vite. Et donc, voilà, ne vous retrouvez pas coincé par des informations obsolètes au risque de rater une date limite, par exemple. Voilà. Voilà pour les conseils que j'avais à donner. Alors, j'ai pas la liste des questions qui s'affiche, mais j'imagine qu'il y en Merci a. beaucoup, Luc. Justement, je vais présenter maintenant la liste des questions encore une fois pour tout le monde. Ça, c'est les QR codes pour Slido ou les numéros d'accès. Et là, je passe directement aux questions. Les questions qui ont été présentées aujourd'hui sont les suivantes. On a 6 questions et on va essayer d'élargir. On a 10 questions en réalité et qui ont été likées. Et plus vous likez, plus elles deviennent visibles. Sinon, vous pouvez compléter. La première, c'est quelle enveloppe reste pour les dernières cut-off 2023, c'est-à-dire celui du 19 octobre, et au moins combien de candidats et les changements de la plateforme quand ça a été. Donc, il faut compter que je vais seulement donner un indice de guide pour la référence que Christian va pouvoir répondre après. C'est on a 1 milliard d'euros pour année pour les programmes cadres, c'est-à-dire aujourd'hui on avait 1 milliard d'euros. Il y avait 4 cut-off pour cette année. Et il faut compter que les premières cut-off de janvier a eu des objectifs de ramasser des candidats, mais pas donner les mêmes élans des autres cut-off. Donc, Christian, si tu as des chiffres Ouais. réels. Non, mais juste pour dire qu'on ne peut pas répondre à la question parce qu'on n'a pas les résultats du cut-off de juin, donc on ne peut pas faire la différence. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a raisonnablement des ressources. 2023, globalement, il y a plus de budget qu'en 2024. Ça ne veut pas dire qu'en 2024, c'est mort, il ne faut pas y aller. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. C'est qu'il ne faut pas s'empêcher sur le dernier call 2023. De notre point de vue, il y a un budget a priori significatif sur le dernier call. Merci, Christian. Quelle source fiable pour prévoir l'inflation sur 5 ans? Là, c'est une question intéressante. Notamment, vous allez faire apparaître cette évolution des prix dans la logique de votre business plan. Normalement, quand vous faites un business plan avec moins 3 plus 5, vous avez la possibilité d'ajouter dans un autre fichier la progression de l'inflation dans l'impact de vos coûts. Donc, il faut ajouter cette analyse dans la lecture de votre fichier Excel. Ça, c'est mon conseil parallèle. Je ne sais pas si toi, Christian, ou toi, Luc, vous avez un conseil de plus. Non, j'allais dire, surtout en tout cas, ne pas considérer que ce n'est pas un sujet. Et si vous ne pouvez pas le prévoir, personne ne peut le prévoir de manière fiable, mais que vous savez que c'est un sujet important pour vous, encore une fois, je parle notamment de produits ou de services qui existent de gros CAPEX, le mettre dans vos risques. Donc, dans la partie risque, vous dites, voilà, on est sujet aussi à l'inflation. Et donc, parmi les risques, il peut y avoir à un moment donné un business model qui est affecté par l'inflation. Donc, voilà, si vous ne pouvez pas prévoir, c'est un risque. Donc, voilà, c'est plutôt ça la cohérence aussi, de ne pas passer en tout cas à côté du sujet. Oui, et vous mettez une ligne contingency dans l'Excel que vous allez calculer avant de passer à l'Excel propre et vous pouvez ajouter cette inflation que vous allez prévoir. Voilà. Et en cas d'échec antérieur, note 12 sur 3, les experts d'un nouveau dépôt sont-ils forcément nouveaux? Normalement, oui, il y a une lecture des nouveaux experts qui vont compléter l'évaluation qu'ont laissé les anciens experts parce que comme vous avez reçu un SR et qui va présenter pourquoi vous avez eu des no-go et les nouveaux experts va donner une évaluation par rapport aux modifications que vous avez faites. Christian, tu souhaites ajouter quelque chose au Gorka que tu étais aussi avec nous, si il y a une lecture aussi à partager à nos entreprises? Je dirais qu'ils ne sont pas forcément nouveaux pour répondre directement à la question. Si, Je dirais pas plus.
En théorie, ils sont nouveaux. Mais bon, après, sur des sujets peut-être vraiment pointus, peut-être qu'ils n'ont pas un pool d'experts infini, mais ils sont en théorie nouveaux. Merci, Gorka. Voilà, ça c'était pour les 2-3 experts de la STEP 2. On va avancer dans une nouvelle question. Là, je vais valider cela. Je vais valider cela. Concernant les entreprises FinTech, peut-être Christian, tu as une lecture. Je peux la Oui. compléter derrière Alors, toi. Deep Tech, bon, il y a un site, je voulais la conversation est désactivée. Là, vous faites, si vous tapez sur Google, vous faites EIC Accelerator Data Hub, vous avez tous les lauréats en ligne et vous pouvez regarder par secteur. J'ai regardé pour répondre. Il n'y a pas une entreprise en Europe qui est dans la catégorie finance. Donc, il semble que ce que vous disiez soit vrai. Dans le programme antérieur, il y avait eu des fintech, je me rappelle d'une française en particulier, mais aujourd'hui, visiblement non. La raison, c'est pas que c'est interdit, c'est que sans doute que le caractère deep tech privilégie des technologies plutôt dures en fait et pas du software en fait. Mais bon, il n'est pas interdit quand il y a des dimensions d'exploitation, de recherche pointues dans du logiciel, de penser qu'on a des chances. Hein. Mais à date, a priori, non, vous avez raison. Gorka, une lecture complémentaire? Non, là-dessus, les fintech, on avait déjà eu la question, enfin, on a déjà eu plusieurs fois des échanges avec des fintech. Et après, il y a peut-être aussi la catégorie impact qui peut peut-être être un peu difficile à cocher. Enfin, tout dépend le domaine dans lequel s'applique la fintech. Mais si on pense à des choses comme des monnaies virtuelles ou autres, ben ça peut être difficile à défendre face à l'OIC. Merci beaucoup. La question, un accompagnement est-il impératif pour que les déchets soient présentables? Il n'y a pas une obligation d'être accompagné. Par contre, on considère que pour arriver à avoir un impact majeur, c'est bien de pouvoir internaliser un accompagnement que c'est difficile de le faire en cours des personnels. C'est-à-dire que les cabinets de conseil, des fois, sont staffés des personnels qu'on ne peut pas, en tant que start-up ou entreprise innovante qui confronte différents coûts, à les porter pendant une année. Donc, c'est pour cela que aujourd'hui, on dissémine les rôles des acteurs de l'accompagnement comme des acteurs aussi de l'écosystème de l'innovation. Et peut-être potentiellement, vous, en tant qu'entreprise, vous avez des personnels très qualifiés pour prendre les relais. Ce n'est pas forcément impératif, mais on considère que c'est nécessaire aussi d'être bien accompagné pour réussir. Il faut compter que c'est une préparation très longue et dans laquelle des fois, il y a des tips comme aujourd'hui, on a été nourri par la réponse de Luc. Ouais. On peut faire une réponse statistique aussi. Hein. Si on regarde les statistiques, il arrive dans de très rares cas qu'une entreprise réussisse en faisant tout toute seule. Ça reste très rare et c'est pas interdit, mais c'est toujours utile de se faire accompagner. Mais parfois, on peut faire sans. Et le démarrage du projet doit-il être indiqué avant une date calendrier ou bien est-ce qu'automatiquement à la signature du Grant Agreement au dépôt des Step 2? Et normalement, le projet va être temporalisé dans un Gantt. Le Gantt va avoir une temporalité définie et le projet démarre les premiers jours après la signature du Gantt. Donc, il ne faut pas définir le projet aujourd'hui même pour dire de cette façon, on ne va pas dire que le projet va commencer le 19 octobre parce que vous n'avez pas signé le projet. Donc, vous allez commencer des activités qui en réalité n'ont pas encore été ni validées ni financées. Donc, une fois que vous avez finalisé tous les processus d'évaluation, sélection et signature avec la Commission européenne, à partir du premier jour, d'après la signature, là commencent les démarches du projet. Donc, il faut pas imaginer les projets à mois, il faut imaginer un temps mensuel, c'est-à-dire TCO 1, 2, 3, etc., jusqu'à 24 mois pour la partie et subvention, c'est-à-dire les passages à TL7. Et après, prévoir tous les étapes. Est-ce que Et donc, oui, non, juste complément. pour dire, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit, notamment dans la description du programme de travail, ben, vous avez M1 qui est le moins 1, etc. Par contre, pour vous, c'est quand même bien de préparer le projet en
en ayant en tête une date de démarrage souhaitable qui est autour de 6 mois après le dépôt du projet. Et donc, vous pouvez tout à fait vous dire, bon, normalement, mon T0, mon point de départ du projet, ce sera, par exemple, pour ceux qui déposent en octobre, autour du 1er avril. Voilà. Mais formellement, c'est évidemment un planning indiqué en mois à partir du démarrage. Merci beaucoup, Luc. Des brevets déposés avec l'analyse d'un cabinet de propriété intellectuelle se situe-t-il au Freedom to Operate? Et peut-être c'est une réponse de l'expérience de Luc. Est-ce que tu as eu déjà cette expérience? En fait, bon, moi, je dirais plutôt non, dans le sens où c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une analyse d'antériorité ne tient pas lieu de liberté d'exploitation, ni sur le fond, ni sur la forme. Maintenant, vous avez la possibilité, lorsque vous n'avez pas le temps ou que c'est pas forcément applicable pour vous, de démontrer par vos propres moyens que vous pensez avoir une liberté d'exploitation. Et donc, ça nous est arrivé plutôt dans le passé. Hein. Aujourd'hui, je ne le tenterai pas, mais bon, ça peut être mieux que rien d'expliquer que justement, vous avez déjà fait une analyse d'antériorité. Mais stricto sensu, une analyse d'antériorité ne se substitue pas au FTO, c'est deux choses différentes. Merci beaucoup, Luc. Peut-être pour continuer avec ces questions. Dans la lecture des cabinets conseils, quelle est la différence entre sous-traitants et services? Et moi, je compléterai, sachant que je crois qu'on a les mêmes lectures. Luc, peut-être Oui, tu non, mais sur souhaitais- la sous-traitance, alors c'est vrai que la ligne est parfois fine et parfois, nous, avec des clients, on arbitre un petit peu en faisant du cas par cas. Donc, c'est difficile de donner une réponse complète, mais la sous-traitance, il y a une tâche qui est nécessaire à l'application du projet et vous avez décidé de la sous-traiter parce que pour des raisons légales ou organisationnelles, vous ne voulez pas le faire. Par exemple, la conduite d'un essai clinique pour que vous déléguez à un CRO. Par contre, si vous avez besoin, par exemple, d'un prestataire pour vous aider à faire un site web, pour prendre un exemple simple de l'autre côté, ça va être de la prestation de service. Vous achetez un service qui est une partie de votre communication. Donc, en théorie, lorsque vous sous-traitez une tâche en subcontracting, ça devrait pouvoir faire l'objet d'une description d'une tâche à part. Maintenant, ça m'est impossible de répondre en 3 minutes. Donc, si vous avez un doute, c'est pareil, vous avez des ressources dont on a parlé. Vous pouvez solliciter le PCN en cas de doute aussi, hein, pour comprendre si c'est plutôt l'un ou l'autre. Merci, Luc. Quelle est votre définition de Deep Tech? On a la définition de Deep Tech dans les plans BPI France et ce n'est pas celle-là que je vais citer. La définition de Deep Tech, selon le Conseil européen de l'innovation, c'est des technologies de rupture qui font un passage très rapide de la recherche à l'implémentation de l'applicabilité. Et ce passage ne doit pas être, qui dépasse une logique incrémentale, c'est-à-dire que ce n'est pas A, B, C, D, E, c'est A, Z, en moins de 24 mois. Et surtout que ces dialogues entre la recherche, c'est-à-dire entre les notions qui aujourd'hui on trouve dans l'état de l'art, vont être améliorées lors de l'implémentation du projet. Donc, c'est la logique des deep tech des conseils européens d'innovation qui va être mise en place dans les World Programmes, dans les guidelines, de l'investissement de l'AIC et qui doit être le référent de l'esprit de votre projet. C'est-à-dire que vous faites une recherche très approfondie avec quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui va changer les comportements de l'applicabilité d'une techno. Voilà, ça c'est la logique des deep tech face à l'AIC Accelerator. Les dialogues Europe est limité à Peut-être juste, Emilio, oui. pour dire en d'autres mots, pour renvoyer sur la définition, enfin le travail qu'on a fait nous, puisqu'on gère des problèmes deep tech, et c'est assez cohérent avec ça. C'est une autre façon de le dire, hein, c'est le lien avec la recherche, laboratoire de recherche, notamment public, et ou avec des personnes issues de celle-là, les fortes barrières à l'entrée, et puis les avantages fortement concurrentiels permis par la technologie, et puis l'intensité capitalistique aussi de l'industrialisation. Ouais, mais c'est sous-jacent ce qu'a dit Emilio et ce qu'il y a écrit dans la définition européenne. Effectivement, et sur la ligne de comment s'applique pour les plans Deep Tech de BPI France, comme Christian l'a souligné. Et C'est bien décrit dans le Guide for Applicants, justement. Ils l'ont mis à jour là-dessus et c'est plus clair aujourd'hui. parfait. Et justement, c'est la source de l'explication du texte qu'on vient de faire aussi. Quel organisme délivre un FTO, un Freedom to Operate?
Et Luc, vous avez ambition de quel organisme auquel doivent s'adresser les entreprises? En fait, c'est pas un organisme, enfin c'est un organisme, peu importe la définition, mais c'est un cabinet de propriété industrielle, hein, donc qui peut délivrer une FTO, en tout cas pour qu'elle soit formalisée. Donc voilà, c'est quelque chose qui a un coût, qui peut représenter en fonction du périmètre et de la complexité de votre projet. Rarement plus de 20 000 euros, mais rarement moins de 5 000 euros, parce qu'en fait, le cabinet de propriété industrielle va devoir analyser votre innovation et vérifier dans quelle mesure il pourrait y avoir des brevets qui pourraient vous empêcher d'exploiter votre innovation. Donc, encore une fois, c'est complémentaire de la recherche d'antériorité, mais ça nécessite des compétences. À ma connaissance, il n'y a qu'un CPI qui en France peut faire ça, hein. Je peux me tromper, donc si quelqu'un a notre info, mais c'est vraiment du travail de cabinet de propriété industrielle. Merci Luc. Les loyers d'infrastructure type Biolab sont-ils éligibles dans les coûts d'équipement et infrastructure? Normalement, dans un projet, notre lecture dans la structuration des projets, normalement, dans un projet de recherche, l'amortissement dédié à votre projet est éligible pour les phases recherche et développement. Donc, il faut savoir bien les quantifier pour pouvoir les faire entrer dans une logique des coûts éligibles. C'est-à-dire qu'il faut bien identifier combien d'efforts on va donner de tous ces CAPEX pour l'exploitation et ça dans la logique de l'encadrement européen. Dans l'expérience que vous avez, Luc, est-ce que vous faites rentrer aussi des loyers d'infrastructure? Ah bon, encore une fois, il y a autant de cas si c'est du leasing, etc. Mais la règle, c'est que Exactement. normalement, il faut que la règle la plus simple, mais encore une fois, à vérifier si vous êtes dans ce cas-là et que ça représente des montants importants, ça vaut le coup de creuser un petit peu, c'est que ça ne peut pas être supérieur au coût que vous auriez eu si vous aviez acheté vous-même l'équipement en amortissement. Mais sinon, le loyer est éligible. Voilà, pour le dire vite et encore une fois, à vérifier si c'est des montants qui dépassent 100 000 euros, ça vaut le coup de s'en assurer. Le risque, c'est pas que votre projet soit refusé parce que l'évaluateur aura pas forcément cette technicité. C'est surtout qu'ensuite, vous ne puissiez pas justifier convenablement vos coûts et que ça vous crée des tracasseries administratives. Voilà. Mais si c'est des montants importants, ça vaut le coup de vérifier. La réponse est généralement oui. Merci, Luc. Et Jérôme, si on ne fait pas un grand first, faut-il attendre la validation définitive d'un equity pour débloquer les grants? Non. Vous allez recevoir, si vous êtes lauréat de l'AC Accelerator, une première proposition qui vient de la commission pour signer les grants. Ces grants-là va définir un premier versement de la partie que vous avez définie pour la subvention. Après, vous allez être contacté par la Banque européenne d'investissement pour commencer les process d'évaluation de votre value. Et donc, ces process-là peuvent dépasser 18 mois. Donc, ça ne va pas être lié l'obtention du go de l'equity pour les grants. Par contre, à la fin, une fois qu'était bien instruit l'equity, les deux contrats vont s'aligner dans un seul qui va être fusionné. Voilà, comme ça, le projet se lance et vous avez le temps de compléter votre levée. Vous avez l'air de dire que les projets de software n'ont pas beaucoup de chances d'être acceptés. Peut-être que je vais compléter la lecture pour ces questions-là. C'est que ce n'est pas les projets de software, c'est les go-to-market et l'impact que les projets vont avoir. Sans doute, pour nous, côté BPI France, la FinTech a sa place dans les innovations. Par contre, dans les innovations attendues par les conseils européens d'innovation, ce sont des innovations qui vont changer et le comportement des marchés. Donc aujourd'hui, il y a une concentration de projets qui s'adressent à faire rester les briques technologiques à l'intérieur de l'Europe. C'est pour cela que la FinTech potentiellement n'est pas l'objectif auquel s'adressent les conseils. Ce que je veux dire, c'est que la recherche aujourd'hui s'est faite majoritairement en Europe et après, la production s'est faite soit aux États-Unis, soit en Chine. Et l'objectif de l'accélérateur est d'ancrer ces technos en Europe. C'est pour cela que la FinTech ne rentre pas dans les priorités du Conseil européen d'innovation. Après, si, et Christian. Oui, en complément, moi, j'ai pas voulu, surtout pas voulu dire que les projets software sont pas éligibles. La preuve, en 2024, il y aura une thématique sur l'IA générative. Donc, quoi de plus de software que l'IA générative? Le sujet, comme dit Emilio, c'est aussi lié à la recherche, à la R&D. Faut-il des investissements R&D? Y en a-t-il eu en amont qui ont permis des développements technologiques disruptifs qui peuvent être, le cas échéant, sur du logiciel? Mais il faut cette dimension très techno, quoi.
Ouais, Oui. juste, je rajoute un point. On a 2 lauréats français à minima qui sont sur du pur software. Il y a Lily Hailey et il y a Giscard. Donc, ça montre que c'est possible. Mais voilà, en fait, c'est pas ouvert à tous. Regardez il y a ici Data Hub. Vous pouvez regarder tous les lauréats qui existent et il y a du software. C'est juste que c'est peut-être un peu l'outil pas le plus adapté pour ce type de projet. Si je peux me permettre un rajout, c'est que parfois c'est compliqué pour les acteurs du software, sauf dans certains cas qui sont très long terme, de définir à 3 ans, parce qu'encore, il faut que vous ayez défini à 3 ans un peu un programme de recherche, développement et de maturation de TRL. Et c'est vrai que souvent dans les industries du software, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, c'est vrai qu'on élimine aussi pas mal de cas de cette préparation d'IIC Accelerator parce que c'est pas les mêmes temps. Donc, il y a d'autres dispositifs qui existent, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi ce qui fait qu'il y en a moins, mais c'est absolument pas infaisable. Bien au contraire, il y a de très beaux lauréats dans le software. Merci Luc. Je ne sais pas si Ada est encore avec nous. Le montant maximal de Dieg, c'est de 10 000 euros. Sinon, je vais prendre la réponse. Vas-y, Christian. Non, vas-y, elle vient de partir. Merci. Donc, pour les Dieg Europe, vous êtes éligible pour être accompagné par les Dieg Europe. Si vous avez identifié un cabinet qui est répertorié par BPI France en tant que cabinet qui connaisse les dispositifs, le montant maximal qui couvre BPI France, c'est 10 000 euros de la total de la facture qui équivaut à 50%. C'est-à-dire que si votre facture totale est de 20 000 euros, on peut payer 10 000. Si votre facture totale est 30 000, on peut payer maximum 10 000. Si votre facture totale est de 15 000, on paye seulement 7 500. Donc, le ratio est 50% de votre facture à l'auteur maximale de 10 000 euros. Voilà. Et les 3 jours de coaching, c'est un service que le Conseil européen de l'innovation propose aux entreprises qui se trouvent en Step 2. C'est un service auquel vous accédez via AC Community, c'est-à-dire qu'avec les accès que vous avez aujourd'hui pour votre full proposal, vous avez une liste aussi des experts qui ont été répertoriés en 2021 par le Conseil européen de l'innovation et qui sont thématisés et en fonction de la thématique que vous choisissez, vous pouvez vous accompagner jusqu'à 3 jours pour soit discuter sur les TRL, discuter sur les go-to-the-market, discuter sur les passages de TRL, la logique de votre technologie, l'alignement entre la partie financière et la partie technique, etc. Sont pour nous, si vous voulez, la même lecture que nous avons de l'accompagnement des conseils, sauf que le Conseil européen de l'innovation dit tenez 3 jours, nous considérons qu'il doit être plus que 3 jours et c'est pour cela qu'on supporte via les Dieg Europe à plus de temps d'accompagnement. J'avance. Vaut-il mieux prendre un cabinet depuis le début de la procédure à partir de la short proposal que faire soi-même et engager un cabinet par la suite? Et il y a différentes modalités. Et aujourd'hui, comment se structure l'AC Accelerator est de la façon suivante. Et il y a le step 1, que c'est la short proposal, et le step 2, que c'est le full proposal. Le step 1, c'est une vidéo de maximum 3 minutes de 150 mégas, un pitch deck et des présentations de votre entreprise et à peu près 30 questions que vous êtes évaluées, les trois livrables, par 4 experts. Une fois que ces 4 experts ont donné les retours, toute l'information va passer dans la plateforme Step 2. Dans la plateforme Step 2, vous allez avoir un accès à toutes les informations à remplir qui ont été présentées aujourd'hui, les dossiers des 50 pages, les éléments complémentaires. Jusqu'à juin de cette année, les dossiers de Step 1 s'est parlé avec les dossiers de Step 2. C'est-à-dire que les évaluateurs pouvaient avoir une lecture transversale des 2 plateformes. Aujourd'hui, non. Donc, c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui la mise en place de l'accélérateur en Step 1 et Step 2 et finalement le Step 3. Après, il y a une lecture que peut vous donner les cabinets conseils et pour cela, je donne la parole à Luc. Non, il y a une logique en tout cas à préparer les deux avec de la cohérence et vous aurez un gain de temps à anticiper, y compris avec votre collaboration avec un cabinet de conseil. Mais pour le coup,
on a beaucoup de cas, autant sur les étapes 2, c'est assez rare de réussir sans accompagnement, même si ça arrive, autant on a des cas d'entreprises qui ont fait leur short proposal seul et qui ensuite ont mis en place, il y a eu des témoignages aux derniers Infodés que vous aviez organisés d'ailleurs d'entreprises comme ça. Donc voilà, c'est vraiment votre choix d'accompagnement, de savoir si vous préférez anticiper ou si vous préférez engager un consultant uniquement une fois que vous avez passé cette première étape. Voilà, Est-ce qu'il y a un handicap ou un avantage d'être coté en bourse? Je vais répondre à celle-là. Allez-y, Je vais Christian, répondre. s'il te plaît. Je pense que c'est d'abord un handicap. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que le IC existe? C'est parce que le marché privé du venture capital n'est pas suffisant pour investir dans des projets très risqués. Et donc, la commission met de l'argent qui va être investi en capital. Et si on regarde les marchés boursiers, bah, c'est 2 crans plus loin. Donc, si vous êtes coté en bourse, c'est que vous avez déjà franchi toutes ces étapes. Donc, il va falloir expliquer pourquoi, bien qu'étant coté en bourse, vous avez besoin d'une intervention plus risquée que du capital risque. Voilà. Après, c'est pas impossible parce qu'on peut être coté en bourse et avoir des besoins qui peuvent pas être couverts par le marché et des perspectives convaincantes. Donc, plutôt d'inconvénients, mais il faut vraiment l'expliquer, l'argumenter. Merci, Christian. Pour avancer sur les 3 dernières questions, et quelles sont les dates pour 2024? Aujourd'hui, les représentants des programmes sont en train de définir les dates pour l'année 2024. On a présenté 2 possibles dates, les mois d'avril et les mois d'octobre, qui sont en discussion avec la commission aujourd'hui. On va savoir la date finale le mois de décembre au moment de la publication du World Programme 2024. Donc, mais pour l'instant, il faut imaginer 2 et si les négociations avancent, potentiellement 3. Mais sur les papiers, ce qui se trouve en draft, c'est les 2 dates. Et pour prévoir vos dépôts. Quelles sont les tranches de subventions en cas de blend finance ou de grant first? Et vous allez avoir 2 types de financement, les grants et l'equity. La partie grant subvention va couvrir votre passage jusqu'à TL7. Ça va adresser à la subvention et à la grant first, c'est-à-dire que vous allez prévoir un projet de 2,5 millions pour couvrir tous ces coûts de recherche avant de votre go-to-the-market. Et la partie go-to-the-market, c'est-à-dire à la fin de votre POC réellement complété et sur les terrains, et qui manque aujourd'hui la beauté, les canaux de distribution, les types de modèles de revenus, etc. Pour tout cela, vous allez planifier votre partie equity qui commence à 500 000 euros que vous pouvez demander jusqu'à 15 millions d'euros. Donc, ça, c'est la partie, la tranche equity. Il faut compter aussi un point important. Pour chaque euro que vous demandez à la commission, vous devez trouver un euro dans les marchés privés, dans les VC market. C'est-à-dire que si vous demandez à la Commission européenne 5 millions d'euros, vous allez devoir trouver au moins 5 millions d'euros dans des investisseurs nouveaux de votre capital. C'est-à-dire que la levée que vous allez prévoir, ça va être de 10 millions à la fin de tous les 18 mois après l'obtention de l'AC Accelerator, qui va s'aligner avec la question que vous avez posée ici. Et on a déjà levé 5 millions d'euros et qu'on réalise 1 million de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on est trop mature pour l'accélérateur? Je pense que si vous faites 1 million d'euros dans un contexte européen, vous pouvez aller normalement à l'accélérateur parce que vous pouvez faire mieux que ça. Et votre taille de marché doit devenir l'Europe, le monde. L'objectif, c'est de financer les champions européens qui vont trouver sa place au niveau mondial, des licornes. C'est ça aussi l'objectif de l'accélérateur. Donc, si vous avez fait une série à 5 millions, il faut prévoir une série à bis, au V, à 10 millions dans lesquels vous allez demander un petit peu plus de 5 à 10 millions, je veux dire, de la part de la commission plus une nouvelle levée dans ces 18 mois après l'obtention du grant. Donc, voilà. Pour votre question, il ne faut pas douter et il faut plutôt y aller. La dimension souveraine industrielle versus les États-Unis et la Chine, c'est tellement intéressant à promouvoir. Et je pense que ça, c'est partie de l'engagement européen dans le CHIPS Act, dans le Green Deal, dans toute la politique européenne. Et c'est plutôt la souveraineté de tous ces objectifs du programme Cadre Évolution Europe dans lesquels on doit faire figurer l'importance de votre projet. C'est-à-dire que les moments que vous allez
définir votre projet, il faut aussi penser que vous allez devenir un des leaders de la mise en place de toutes ces idées européennes. Donc, la dimension souveraine industrielle est partie de ces engagements qu'on a avec les financements de l'AIC Accelerator. Peut-être une autre lecture, Christian et Gilles, et Ouais. Christian et Gorka. Peut-être pour compléter, proposer quelque chose de souverain, c'est pas suffisant. Il faut montrer qu'on a un marché, qu'on va atteindre et qu'on va croître sur ce marché, si possible à l'international, et qu'on doit devenir une entreprise leader, comme dit Emilio. Mais si en plus il y a une dimension de souveraineté, c'est important. Si on revient sur les thématiques 2023, vous vous rappelez qu'il y a semi-conducteur quantique et spatial. Donc c'est évidemment des domaines clés, et c'est dans ces domaines clés que l'ISI peut aller au-dessus de 15 millions d'euros. C'est la souveraineté stratégique, c'est le critère qui permet d'investir plus. Donc c'est pas suffisant, mais c'est une dimension importante qui permet de convaincre un petit peu besoin d'être soutenu. Ce que je dirais, je ne sais pas si mes collègues ont des avis complémentaires. Non, ça ne peut pas être le seul différenciateur. Par contre, c'est vrai que parfois on a des entreprises, tu l'as dit, hein, Christian, mais j'insiste parce que parfois des entreprises qui disent bon, on n'est pas vraiment les premiers à faire ça, mais on est les seuls en Europe. C'est un peu juste. Voilà. Ouais, malheureusement. Bon, voilà. Et si on n'a plus de questions, je pense que on a fait le tour de toute la présentation d'aujourd'hui. Surtout, on souhaite remercier à tous pour la disponibilité que vous avez donnée à cette webinaire, Merci beaucoup à Luc Dragon qui nous accompagne aujourd'hui pour soutenir le travail que tous les cabinets conseils font aujourd'hui dans l'accompagnement de toutes les entreprises. Et merci beaucoup, Christian, pour nous avoir accompagnés aujourd'hui, et Gorka d'avoir mobilisé à nous accompagner à répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et l'équipe PCN AC Accelerator est à votre disposition. Pour les entreprises plugins, on vous accompagne en direct aussi parce que c'était un webinaire, deuxième version de l'accompagnement que nous avions fait. Et n'hésitez pas à nous contacter pour la moindre question parce que l'objectif, c'est de vous accompagner dans la réussite de vos projets et surtout dans les financements européens. Merci beaucoup et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.